Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est en juin 1937 que le jeune Augusto Pinochet, à l'époque il a 22 ans, est sorti de l'académie militaire de Santiago du Chili. Il avait fait des études passables. On ne peut pas dire que ce soit un garçon brillant, mais il a pu s'appuyer sur l'influence de son beau-père. Son beau-père est un grand avocat, c'est un franc-maçon de haut grade. D'ailleurs, Augusto lui-même est initié. Bref, il est soutenu et il va trouver son premier poste dans le centre du pays, dans la région minière de Coronel. Le capitaine Pinochet est chargé notamment d'y réprimer des grèves de mineurs. Il dira, c'est un véritable bouillon de culture pour les communistes locaux. Et puis, il fait son travail, il va gravir les échelons sans commettre de faux pas notables. Il le voilà instructeur et il est bientôt colonel et puis il sera chef de division, etc. Et à 54 ans, il deviendra même gouverneur adjoint d'une province du Nord. Donc là, c'est un poste civil. Il a toute la confiance du gouvernement démocrate chrétien de l'époque, il faut le préciser. En tout cas, il aura cette confiance jusqu'au 4 septembre 1970, parce que ce jour-là, à la surprise générale, les démocrates chrétiens et le Parti national sont battus par un socialiste dont vous connaissez le nom, Salvador Allende. Pour le pays, pour le Chili, c'est une rupture très très forte. Allende est à la tête d'une coalition qui va du centre-gauche jusqu'aux communistes. Il a promis d'ouvrir un chemin chilien vers le socialisme. Je vous rappelle la date, on est en 1970, c'est tout à fait dans l'air du temps. Autant vous dire que le patronat chilien, la bourgeoisie chilienne, bref, la droite en général, se montre farouchement hostile. Mais Augusto Pinochet, lui, reste placide, même il va se montrer affable envers son nouveau ministre de tutelle, qui s'appelle José Toa. Voilà ce que nous raconte Michel Faure dans un ouvrage qui est paru il y a un peu plus d'un an aux éditions Perrin, et qui s'appelle tout simplement Augusto Pinochet. Il raconte cette scène. Tous les dimanches matin, après la messe, le couple Pinochet, un bouquet de fleurs ou une boîte de chocolat dans les mains, rend visite au Toa pour prendre l'apéritif avec eux. Suivi jadis dans les petites villes de garnison, ce rituel exaspère au plus haut point le ministre et son épouse. Il faut dire que Pinochet est fidèle à la doctrine en vigueur dans l'armée chilienne, qu'on appelle la doctrine Schneider. Il faut servir et rester neutre. Donc ça va durer comme ça pendant quelques mois, quelques années. Même en septembre 72, au cours d'une visite au Mexique, Pinochet répond à un journaliste qui l'interroge sur un risque de coup d'État. Voilà ce qu'il dit. L'armée chilienne respecte les institutions et son chef, le président, sans considération de ses opinions politiques. Le président, c'est le socialiste Salvador Allende, encore une fois. Donc c'est un respect qui rassure ce pouvoir de gauche et c'est ce qui va faire que Pinochet est promu et qu'il devient général. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et pendant ce temps, Allende, lui, applique son programme. Réforme agraire, hausse des salaires, nationalisation, grands travaux, etc. Enfin, tout un programme socialiste. Au début, l'inflation a tendance à baisser, et puis la croissance grimpe aussi, d'ailleurs. C'est l'état de grâce. Seulement, Allende va commettre une erreur, entre autres. Il va recevoir Fidel Castro en visite officielle. Je dis que c'est une erreur, en tout cas, par rapport aux très grands et très puissants voisins américains des États-Unis qui sont là-haut. Non seulement il reçoit Castro en visite officielle, mais c'est une visite qui s'éternise. Le dirigeant cubain va rester 2 semaines de plus que prévu initialement sur le calendrier. On le voit parcourir le Chili de long en large, se répandre en discours. Il est partout accompagné, et ça c'est assez étonnant, il est partout accompagné de celui qui lui fait office d'aide de camp et qui n'est autre qu'un certain Augusto Pinochet, qui ne bronche pas Pinochet, qui suit Castro sans rien dire. Visite qui, ai-je besoin de vous le dire, déplaît donc au plus haut point à la Maison-Blanche. Le président américain Nixon ne décolère pas. Kissinger, dont je vous parlais l'autre jour, est également très en colère. Il faut vous dire que Nixon, Kissinger et la CIA avaient tout fait pour empêcher l'élection d'un socialiste au Chili. Après la visite de Castro, ils vont décider d'aller plus loin et de faire tomber Allende par tous les moyens. Il faut faire crier l'économie chilienne, a ordonné le président Nixon.
Un rapport du Sénat américain qui est daté de 2000 évoque la liste des opérations anti-Allende menées par la CIA au Chili, propagande, manipulation de la presse, appui à grande échelle des partis de droite, encouragement à des tentatives directes de coup d'État, j'en passe, et des meilleurs. Des groupes d'activistes d'extrême droite sont carrément chauffés à blanc par les agents américains pour essayer de les pousser à harceler les syndicalistes, les partis de gauche. On dynamite des pylônes électriques et des gazoducs. L'opération la plus efficace, c'est carrément la grève des camionneurs qui est initiée par l'association des transporteurs. La grève paralyse le Chili. Il faut vous dire que bloquer les camionneurs au Chili, c'est compliqué, parce que si vous regardez à quoi ressemble le Chili sur une carte, c'est très 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 long. C'est un pays, tout étiré comme ça, 4300 kilomètres de long, donc le transport est absolument vital. Et à partir de la grève, une pénurie s'installe, et qui dit pénurie dit marché noir, etc. À tout ça s'ajoute une inflation qui va grimper dans des proportions folles. En 73, on a 600% d'inflation au Chili. Il faut vous dire qu'Allende fait tourner la planche à billets de façon complètement déraisonnable. Les salaires, bien sûr, ne suivent plus. L'économie chilienne crie, comme le voulait Nixon. En mars 73, des élections législatives ont lieu. C'est la droite qui l'emporte, mais sans atteindre la majorité des 2/3 exigée par la Constitution pour faire tomber le gouvernement. Ça ne l'empêche pas de réclamer la démission d'Allende. Or, au même moment, dans l'armée de l'air, dans la marine, des officiers qui sont opposés au régime ont depuis un certain temps déjà caressé l'idée d'un coup de force. Ils voudraient bien destituer le président. Le 29 juin 73, à Santiago, le lieutenant-colonel Soper va prendre la tête d'une colonne de 16 chars et 80 hommes et carrément encercler le palais présidentiel. C'est un grand palais blanc à l'espagnol, une grande sorte de maison coloniale carrée qu'on appelle la Moneda. Le ministre de la Défense est prévenu à temps, les militaires loyalistes reprennent la situation en main, mais enfin il s'en est fallu de peu. Et parmi ceux qui vont reprendre la situation en main, en première ligne, casque sur la tête, un certain général Pinochet. Vous m'avez bien compris, Pinochet vient de sauver Allende. Et Allende, pendant ce temps, comprend bien qu'il lui faut réagir. Alors, il va chercher une issue démocratique à cette crise. Il décide que le 11 septembre, donc de cette année 1973, le 11 septembre à 11h, il annoncera un plébiscite sur son maintien au pouvoir. Autant vous dire que désormais, pour tous ceux qui rêvent de le renverser, le temps presse. Vous écoutez Radio Classique. À la fin du mois de juin 73, après l'échec de ce premier coup de force, le général qui commande l'aviation ainsi que l'amiral qui commande la marine s'appelle Merino, le général Mendoza, le chef des carabiniers, l'amiral Carvajal. Carvajal dirige, lui, c'est le chef d'état-major. Avec une dizaine de hauts gradés, tout ce monde-là se réunit dans une caserne de Santiago pour créer un comité des 15 qui envoie une espèce d'ultimatum, une lettre à Allende en exigeant l'attribution de ministères à des militaires pour redresser le pays. Et Pinochet, me direz-vous, il est présent à cette première réunion, mais comme d'habitude, il est plutôt sur la réserve. Nous ne pouvons pas parler de politique, nous n'en avons pas le droit. Nous pouvons en revanche parler d'économie, dit-il. Cette frilosité le discrédite évidemment auprès des autres généraux qui, du coup, l'excluent de la conspiration en cours. Dans les différents corps d'armée, les rumeurs d'un putsch ont circulé et Allende essaie de temporiser. Il va même faire entrer des militaires au gouvernement, comme le général Prats, qui devient ministre de l'Intérieur. Pour remplacer Prats dans ses fonctions militaires, on choisit un autre officier général de toute confiance, bien sûr, et c'est Augusto Pinochet, qui devient donc commandant de l'armée de terre, un poste absolument crucial dans cette atmosphère de putsch. Je crois que la divine providence guidera mes pas, dit-il. Oui, la divine providence. Le geste d'Allende n'a pas du tout satisfait le comité des 15, ni la CIA, qui est là, qui continue à souffler sur les braises. Alors, les généraux conspirateurs décident qu'il est grand temps maintenant de passer à l'action. Et pour le soulèvement militaire, il fixe la date du 11 septembre 73, à l'aube, puisque Allende devait parler à 11h. Le but est de l'empêcher d'annoncer son plébiscite, bien entendu, sachant qu'ils pourront entraîner sous leurs ordres l'aviation et la marine. L'armée de terre, c'est plus discutable parce qu'elle est tenue par Pinochet. Un putsch dans l'armée de terre serait voué à l'échec ou à la guerre civile. C'est indispensable d'avoir les terriens, d'avoir les bifins avec soi. Il n'y a donc d'autre choix que de
convaincre Pinochet. Et si on n'arrive pas à le convaincre, il faudra, se dit-on, le contraindre. Le 9 septembre 73, on est 2 jours avant le jour J. Dans l'après-midi, Pinochet est chez lui, il est en train de fêter l'anniversaire de sa fille, qui s'appelle Jacqueline, qui a 14 ans ce jour-là. Dans la villa et le jardin, il faut imaginer les ballons, les gâteaux, les invités, enfin bref. Et c'est à ce moment-là que le patron de l'aviation se présente à la porte. Pinochet le reçoit discrètement dans son bureau. « Nous avons l'aviation et la marine », dit Ley. Il laisse entendre que les officiers de l'armée de terre ont déjà rejoint le complot. Il explique à Pinochet quel plan ils ont mis sur place. Et l'idée, c'est d'instituer une junte militaire et pourquoi pas lui confier la présidence de cette junte. Pinochet est encore hésitant à ce moment-là. À ce moment-là, un envoyé de l'amiral Mérino sonne à son tour à la porte de la villa. Il apporte une lettre et dans cette missive, Mérino demande aux 2 autres de confirmer par écrit l'engagement de leurs troupes dans le soulèvement. Mérino écrit « Gustavo, c'est notre dernière chance. Augusto, si tu ne mets pas tous les hommes présents à Santiago à notre disposition dès les premières heures, nous ne vivrons pas pour voir le futur. » Ley signe immédiatement son accord, mais Pinochet tergiverse encore, au point d'ailleurs que son homologue s'impatiente. « Décidez, mon général, signez, lui dit-il. » Pinochet est nerveux, il fait mine de chercher un stylo dans ses tiroirs, un tampon officiel, et puis, comme il n'a plus de prétexte, eh bien, il faut qu'il y passe. Le voilà qui, de mauvaise grâce, signe la missive. Il estime que les conjurés ont le plus de chances de l'emporter, qu'il ne doit surtout pas se retrouver dans le camp des vaincus au risque d'être fusillé. Bref, il signe probablement par prudence, peut-être, diront certains, par opportunisme. Mais en tout cas, maintenant, il est bien du côté des conjurés et il va devoir prouver son engagement et s'assurer de la chute d'Allende une fois pour toutes. Le 11 septembre, à 8h-20, 11 septembre 73, 8h-20, c'est-à-dire qu'on a 10 minutes de retard sur le plan, le général Pinochet pénètre dans la base militaire de Peñalolén. Il donne des ordres aux officiers présents, qui vont lui obéir au doigt et à l'œil, bien entendu. Depuis le central radio, il envoie des consignes à son armée, il communique aussi avec les autres conjurés. Depuis l'école de guerre aérienne, Ley prend les commandes de l'armée de l'air. Carvajal, de son côté, s'installe au ministère de la Défense. Mérino a déjà pris la tête de la marine, il est à Valparaiso. Quant à Mendoza, il contrôle ses carabiniers, bien sûr. Allende apprend évidemment que c'est un soulèvement militaire qui est en cours. Il se précipite au palais, à la Moneda. Il tente de joindre les généraux, dont aucun ne répond, bien sûr, et il finit par prendre la parole à la radio. Et il appelle l'armée à la loyauté. Voilà ce qu'il dit. « Je resterai ici pour défendre le gouvernement que je représente par la volonté du peuple. Attendons la réponse, que j'espère positive, des soldats de la patrie qui ont juré de défendre le régime. » Et 1 heure plus tard, les putschistes lui répondent par un communiqué qui lui aussi est lu à la radio. Le président de la République doit remettre son mandat aux armées. Nous ordonnons la suspension immédiate de toutes les radios, chaînes de télévision et tous les journaux gauchistes. Si ces médias n'obtempèrent pas, ils recevront un châtiment aérien et terrestre. Et Allende entend les noms des signataires du communiqué. Et parmi eux, il y a le nom d'Augusto Pinochet. Pinochet qui l'a trahi. Les généraux vont appeler le président au téléphone et lui proposer de quitter le pays immédiatement en avion. Et Allende refuse. « Le président ne se rend pas, bande de traîtres !» hurle-t-il. Il attend une réaction populaire. Il se dit que c'est le peuple qui va le sauver. Pinochet le sait. Il est très nerveux. Pinochet, il dit aux autres conjurés « Non mais qu'est-ce qu'il s'imagine celui-là ? Je lui accorde le droit à la vie, c'est déjà beaucoup. À 11h précises, nous bombardons la Moneda parce que ce gars-là ne va pas se rendre. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Un petit peu avant 11h, l'heure fatidique qu'il a lui-même choisie, Allende prononce un dernier discours aux Chiliens. Ce message est resté célèbre, il est crépusculaire. « Je serai toujours à vos côtés », leur dit-il. « J'ai foi en mon Chili et en son destin. Ce sont mes dernières paroles et j'ai la certitude que mon sacrifice ne sera pas vain. Je suis sûr qu'il sera au moins une leçon morale qui punira la félonie, la lâcheté et la trahison. » À midi, 4 avions de combat vont bombarder la Moneda et la résidence d'Allende. Pinochet lance l'infanterie à l'assaut du palais en flammes. À l'intérieur, les gardes résistent pendant 1 heure et puis finissent par se rendre. Il y a quand même un homme qui ne se rend pas, c'est Salvador Allende, et pour cause, puisqu'il s'est tiré une balle dans la tête. Voilà le commentaire de Pinochet.
qu'on le mette dans un cercueil et qu'on l'embarque dans un avion avec sa famille, qu'il l'enterre ailleurs qu'ici, à Cuba par exemple, ce type, même pour mourir, il aura fait des histoires. Ensuite, les généraux se réunissent à l'école de guerre et ils vont solennellement proclamer la constitution de la junte de gouvernement. Et Pinochet fait valoir qu'il est le plus haut gradé. Et sans difficulté, il obtient la présidence de cette junte qui va ordonner l'arrestation, je cite, de tout dirigeant politique ou syndical ou de quiconque qui n'obéirait pas aux ordres émis désormais par les autorités militaires. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il ne va pas falloir longtemps à Pinochet pour enterrer l'état de droit. Tous les opposants sont tenus de se rendre à la police pour être jugés et pour beaucoup emprisonnés. À Santiago, le stade national va devenir une espèce de centre de détention et de torture pour 7000 Chiliens. À ceux qui sont passés dans la clandestinité, Pinochet impose la répression la plus féroce, avec une traque terrible et l'élimination pure et simple. À partir du 30 septembre, le général Stark, qui se présente comme le délégué officiel du général Pinochet, prend la tête de la caravane de la mort, un groupe de militaires qui sillonne le pays et qui va fusiller en 3 semaines quelques 75 opposants. Pinochet fait le vide, si vous voulez. Je cite Marc Hernandez et Jean-Christophe Rampal dans un ouvrage paru il y a une petite vingtaine d'années chez Hachette, s'appelle Pinochet, un dictateur modèle, je les cite. « Les premiers mois, Pinochet regarde, écoute et parle peu. Une attitude qui ne surprend guère car il se comportait déjà ainsi auparavant. Pourtant, dans l'un de ses documents internes, daté du 8 décembre 1973, la CIA prophétise « Pinochet ne lâchera jamais son poste de président de la junte. Il va démettre de ses fonctions en attendant tous les maires. Et il va nommer de nouveaux maires. Et il va purger complètement la fonction publique. En décembre 1974, il finit par s'autoproclamer président de la République. Lay, qui avait été son comparse, l'homme de l'aviation au moment du coup d'État, est devenu entre-temps son rival. Eh bien, c'est pas grave, on va l'évincer. Il se plaindra, et il ne faut pas y voir d'ironie. Au fond, dira-t-il, Pinochet ne veut pas la démocratie. Non, ça, tout le monde avait remarqué. Il ne souhaite que rester au pouvoir. C'est un ambitieux qui élimine systématiquement ceux qu'il estime être dangereux pour lui. Dans ce pays, nous sommes pieds et poings liés au bon vouloir de Sa Majesté. Voilà comment l'officier discret, prudent qu'était Augusto Pinochet est devenu un dictateur inflexible. Il ne quittera ses fonctions qu'en 1990, après un plébiscite perdu, plébiscite qu'il avait provoqué. En 17 ans, le nombre d'opposants arrêtés se comptera par dizaines de milliers. 38 000 auront été torturés et 3 200 éliminés. Vous écoutez Radio Classique.